Oh pardon, vous êtes là, excusez-moi, je vous ai pas du tout vu. Bonjour à tous, bienvenue dans cette première review lecture de l'année 2022. Une review lecture plutôt chargée, ma foi, puisque j'ai 7 titres à vous présenter aujourd'hui. J'aurais aimé pouvoir vous en présenter beaucoup plus, malheureusement je n'ai eu qu'une semaine de vacances à Noël, donc du coup on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Allez, on part tout de suite avec le premier titre qui n'est autre qu'Oldman Hawkeye, un titre qui vous replonge, qui est censé vous replonger dans l'univers post-apo d'Oldman Logan, un titre que j'ai relu en 2021 et que j'ai adoré, que j'adore toujours, très honnêtement. Et avec la réédition de ce Deluxe, eh bien, j'avais envie de me replonger dans cet univers qui me fout une gifle à chaque fois. Et c'est parfait du coup, puisque ce titre, eh bien, nous replonge dans le monde d'Oldman Logan, 5 ans avant les événements d'Oldman Logan, et est censé nous expliquer pourquoi Hawkeye est devenu aveugle, pourquoi il est le dernier Avenger encore en vie. D'ailleurs, on va apprendre dans ce titre ce qui s'est réellement passé pour les Avengers, puisque vous n'êtes pas sans savoir que dans Oldman Logan, eh bien, on apprend ce qui s'est passé pour les X-Men, le tout sur fond de vengeance personnelle, qu'on pourrait voir comme un voyage introspectif, comme une rédemption personnelle. Et dans ce titre-là, Hawkeye eh bien, est un héros déchu, raté, rejeté par sa famille et qui n'a plus ou presque plus d'amis. Et c'est pas forcément ce que j'attendais. En fait, j'ai été relativement déçu au cours de la lecture et j'ai été relativement déçu de la part du scénario, puisque en fait, dès le départ, eh bien, Hawkeye va apprendre qu'il va devenir aveugle incessamment sous peu, et du coup, cela va lui servir de prétexte pour mener sa petite guéguerre personnelle pour se venger des Avengers. Et le titre, alors oui, est censé venir nous apporter des compléments d'information sur ce que l'on voit dans Oldman Logan, puisque, pour rappel, Oldman Logan est sorti avant Oldman Hawkeye, mais, et c'est vrai d'ailleurs, il le fait, il nous apporte des compléments d'information. On va savoir ce qui s'est passé du côté des Avengers, on va savoir pourquoi, on va même apprendre pourquoi il y a un Venom T-Rex dans Oldman Logan, mais franchement, très franchement, j'aurais pu largement me passer de ce que j'apprends dans ce titre-là, qui est bourré de facilité scénaristique en fin de compte. Pour le reste, c'est de façon générale plutôt correct, puisque Keketo, qui est un dessinateur que je découvre, est au top de sa forme. D'ailleurs, je vais vous montrer quelques planches. Il arrive parfaitement à redesigner certains personnages que l'on connaît. Il reprend parfaitement le côté post-apo et un peu western du titre de Millar. Donc ça, c'est parfait. Mais c'est un récit qui, pour moi, reste largement en dessous d'Oldman Logan, parce que, en fait, le récit, eh bien, n'a aucun temps mort, et ça m'a empêché de prendre mon pied d'une certaine manière, là où justement Oldman Logan eh bien, m'avait donné des frissons. Donc, en soi, c'est pas un mauvais comics, mais voilà, ce côté sans temps mort, en fait, eh bien, m'a déplu, et le scénario de la vengeance et de la rédemption personnelle juste avant de devenir aveugle, je crois que j'en suis tout simplement pas la cible, en fin de compte. Allez, on reste chez Panini, mais cette fois on va parler de Strange Academy, tome 2. Alors je sais pas si vous vous rappelez de cette vidéo dans laquelle j'opposais Venom à Strange Academy, mais dans la review du premier tome, je disais que notamment, j'avais passé un excellent moment à la lecture de Strange Academy, que c'était fun, que c'était chill, mais que j'avais très peur que la série tombe dans les travers d'une série pour ados, un peu comme le font certaines séries Netflix, en tout cas ce que Netflix propose dans son catalogue. Eh bien, pas du tout. Et quelle fut ma surprise à la lecture du tome 2, puisque, en fin de compte, Strange Academy continue son petit bonhomme de chemin, c'est-à-dire qu'on est toujours sur un récit qui peut se comparer à Harry Potter, mais tout comme Harry Potter, en fait, vous savez, dans Harry Potter, en fait, le tome 1 et le tome 2 sont plutôt tout public, et puis peu à peu, eh bien, l'histoire bascule vers quelque chose de plus dark, de plus sombre, et c'est exactement le cas pour Strange Academy tome 2. Alors dans ce deuxième tome, eh bien, on continue à approfondir le scénario, on continue à approfondir les personnages, mais on les confronte à des problèmes qui les dépassent, à des problèmes d'adultes, et ça, eh bien, c'est quelque chose que j'apprécie très clairement. Et puis, vraiment, tous les personnages sont vraiment attachants, il n'y en a aucun que je n'aime pas, et ça, c'est
plutôt cool au final. Dans ce tome 2, eh bien, on est toujours dans le développement de l'intrigue principale et on a un scénario qui est toujours très très fluide et ça fait extrêmement plaisir. Beaucoup moins d'humour que dans le tome 1, on sombre peu à peu justement dans le côté dark comme je vous l'ai dit, mais il y a quand même des pauses qui sont chill et fun, comme notamment la visite des parents dans ce deuxième tome pour ne pas vous spoil. Le seul point négatif que j'ai à reprocher à ce deuxième tome, c'est que pour moi, les professeurs sont de véritables personnages secondaires et ils sont sous-développés en fin de compte, et c'est presque dommage parce que, eh bien, ils ont le rôle d'encadrant, ils ont le rôle de maître en fait dans ce récit-là. Et pour moi, leurs actes, leur façon de penser, leur façon de parler devraient impacter largement les élèves. Et du coup, je pense que ça aurait été un plus d'avoir une véritable relation prof-élève. Et cette relation-là, eh bien, on la ressent pas trop, du coup. Sinon, au niveau des dessins, c'est toujours aussi bon. Hein. Moi, j'aime beaucoup, vraiment. Je passe vraiment des bons moments. C'est toujours très, très beau. Voilà, après, on a toujours ce côté héroïque, fantasy, un petit peu, dans ce ton-là. Donc, vraiment, ce n'est qu'un récit que je ne peux vous conseiller, Strange Academy. Et clairement, je ne l'ai pas mis dans mon top comics 2021, mais clairement, ce titre aurait pu en faire partie. Allez, on passe cette fois chez Delcourt, les boss, et je ne sais pas si vous vous souvenez de ce titre dont je vous ai parlé dans ma précédente review achat, mais aujourd'hui on va parler de Scurry, écrit et dessiné par Max Smith, un comics qui est sorti et qui vit grâce au financement participatif, et c'est un comics qui nous plonge dans un univers où on nous parle de petites souris qui tentent de vivre malgré la désertion des humains dans un monde post-apocalyptique où l'hiver dure plus que de raison et où on en vient à manquer de tout et principalement de nourriture et d'eau. Et ces petites souris, elles vont devoir survivre malgré tous les dangers qui les guettent, comme notamment les prédateurs, les chats, les aigles, mais pas que, puisque il y a des tensions internes au sein du groupe de petites souris. Vous l'aurez compris, mais c'est un récit qui mêle aventure, post-apo, mais pas que, puisqu'il y a également une petite touche de fantasy et quelque chose qui me fait rire, une petite touche à la Game of Thrones également. Et ce que j'ai beaucoup aimé en fin de compte à la lecture de ce comics, c'est qu'on nous rapporte ce qui touche à l'humain, mais cette fois à l'animal. Et les thématiques abordées dans ce comics sont ni plus ni moins que des thématiques qui ont été abordées dans d'autres récits post-apocalyptiques. Et là, le premier exemple qui me vient en tête, c'est clairement Walking Dead, notamment avec le manque de vivre, mais pas que, les tensions internes au sein d'un groupe, et on pourrait même aller jusqu'à comparer les prédateurs de ce récit aux zombies. Et un autre point que j'ai adoré à la lecture de ce récit, c'est que chaque animal a sa propre personnalité, et ça, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Alors, sans parler des dessins, oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau! Alors bien sûr, hein, il faut aimer le côté très numérique. Mais alors, les détails dans les plans, les expressions des animaux, vraiment, c'est une claque pour la rétine, hein, très clairement. Malgré tout, le récit n'est pas dénué de défauts, loin de là. Par exemple, dans le synopsis, on nous parle d'une pluie qui serait a priori toxique. Cette pluie, dans le récit, soit je suis passé complètement à côté, soit je n'en ai pas entendu une seule fois parler, mais à un moment, les souris vont dehors et j'ai pas l'impression que la pluie soit un réel danger. Donc ça, j'avoue que j'ai pas compris. Niveau scénario, il y a un point qui me dérange, point dont je vous avais un petit peu parlé dans la précédente review achat, puisque je vous avais dit que malgré le côté animalier, on est sur un récit qui se veut nous parler de post-apocalyptique et de survie. Et j'avais peur que le récit soit un peu trop mignon, un peu trop Disneyifié. Et c'est le cas. C'est le cas. Alors, c'est vrai que le récit aborde des thématiques plutôt fortes, les mêmes thématiques abordées que dans les premiers tomes de Walking Dead. Et c'est vrai qu'on nous montre des dangers que l'on ressent tout au long de la lecture, on nous montre même des morts, mais c'est encore trop mignon. Et ça rend l'histoire un peu trop lisse. Et malheureusement, j'ai l'impression que ça adoucit d'une part les dangers, mais d'autre part les enjeux. Et je trouve ça malheureusement dommage. Voilà, c'est ce qui m'a un peu déçu,
mais pour autant, ça reste quand même une lecture vraiment excellente. J'ai vraiment passé un bon moment. Et un autre reproche que j'ai, c'est qu'il y a trop peu de pages en fait. 80 pages, c'est beaucoup trop peu. Et quand on sait que la série est en 3 tomes terminée, j'ai peur que ça aille pas au bout de ses idées. Voilà, donc j'ai vraiment passé un excellent moment. Clairement, le premier tome pourrait être dans mon top comics 2021. C'est clair et net. Mais j'ai un peu peur pour la suite, à voir. Bon, ceci dit, je me suis trompé pour le tome 2 de Strange Academy, donc ça se trouve, je vais me tromper pour Scurry, donc pas de souci. Et j'espère me tromper pour Scurry. J'espère vraiment me tromper. Allez, on continue cette fois avec un titre qui est sorti chez Comics Initiative. Il s'agit de Setsujoku, qui est sorti et qui vit grâce au financement participatif. Un titre qui m'avait notamment beaucoup hypé. Et finalement, j'ai été très déçu par ce titre. C'est un comics qui se veut entre le comics et le manga, et du coup, c'est très borderline, finalement. Les dessins s'approchent beaucoup du manga, et d'ailleurs, certains dessins, certains visages ne sont pas ouf du tout, mais le gros problème de ce récit, c'est qu'on essaye de créer un univers complexe, avec un passé important qui tend notamment à nous expliquer la menace présente sur l'univers, et ces explications-là, en fait, nécessitent beaucoup de texte, comme vous venez de le voir sur ces pages-là. Mais, je vais vous montrer les pages qui suivent quand même, parce que vous allez voir qu'il y a vraiment beaucoup trop de texte, en fait. Le souci, c'est que ces textes, en fait, ils mangent les cases, ils mangent les dessins, et visuellement, en fait, je ne trouve pas ça ouf du tout, et ça nous empêche même de digérer l'information. Alors, je me suis posé la question de savoir si c'était moi qui n'aimais pas quand il y avait trop de texte. Mais non, juste regardez ces 2 pages-là en fait. Et le problème, je pense très clairement que ça vient du nombre de pages, puisque dans ce comics-là, il y en a 128 quand même. Et ça me semble malheureusement trop peu pour mettre en place tout ce qu'il y a à mettre en place. Et je me dis qu'en 3 tomes, ça passera pas. En fait, ça passera pas. Et même les combats, en fait, même les combats sont bourrés de texte et de... Non, c'est trop. C'est trop. Ça, typiquement, c'est un combat. Il y a un peu moins de texte, mais il y a des expressions et du lettrage partout. Donc voilà. Vraiment, je trouve que ça mange les dessins et c'est pas ouf du tout, quoi. Donc, je suis relativement déçu de ce titre, très honnêtement. Je me suis vraiment ennuyé. J'ai vraiment soufflé à la lecture. J'ai eu beaucoup de mal pour le finir. Donc, malheureusement, c'est un titre que je vais abandonner et qui va aller sur la pile des comics à vendre, malheureusement. Allez, on passe cette fois chez iComics avec le tome 6 d'ETMNT, Tortue Ninja, et dans la dernière vidéo, je vous disais notamment que le tome 5, était un tome beaucoup plus calme, qui avait tendance à nous préparer à une bataille qui semble être très grande, et c'est toujours le cas avec ce tome 6. Alors ce tome 6, il y a quand même quelques batailles dans ce tome, mais c'est un tome relativement calme qui nous montre que chaque clan va commencer à poser ses pions sur l'échiquier, et notamment chez les tortues qui vont faire une alliance avec Old Hob qui prépare son armée de mutants. Je vous en avais parlé notamment dans le tome 5, mais dans le tome 5, on avait notamment un personnage qui était un peu un comics relief qui était Pete le Pigeon. On a encore 2 nouveaux mutants chez Old Hob. Et ça m'a fait penser à quelque chose. Ça m'a fait penser que dans le dessin animé que je regardais quand j'étais tout petit, il y avait 4 grenouilles à l'image des 4 tortues ninja. Et j'espère, peut-être que le récit un jour nous intégrera ces 4 grenouilles que j'aimais beaucoup. Et d'ailleurs, je vous l'affiche ici, mais j'ai retrouvé pour exemple, pour imager ce que je vous dis, d'un jouet de l'époque qui est bien l'une des 4 grenouilles. Et c'est ouf en fait. Et je sais pas pourquoi j'adorais ces personnages, mais voilà, j'espère les voir dans les prochains récits des Tortues Ninja. En tout cas, voilà, ça me fait sourire rien que d'y penser. Beaucoup de tensions dans ce tome et beaucoup de désaccords, notamment au niveau des tortues qui vont ne pas être d'accord sur les 2 menaces principales qui planent au-dessus d'elles et dans la gestion de ces menaces-là. On a notamment une nouvelle relation amoureuse qui, je dois le dire, est plutôt étonnante et intéressante. L'évolution du personnage de Slash, la tortue que vous voyez sur cette cover-là, que j'adore et qui est un personnage qui doit absolument être mis
encore plus en avant, en tout cas je l'espère, et puis des questionnements autour de thématiques sur la famille, comme d'habitude, et cette fois dans ce tome, c'est sur le fait que eh bien Splinter soit un bon père ou non, et un bon sensei, ce qui va notamment nous amener vers des personnages qui vont se détacher peu à peu de leur groupe, et prendre leur envol pour ne pas vous en dire plus. Ça reste un tome, comme je vous l'ai dit, à la fois calme, mais à la fois dynamique, parce qu'on a des combats, des scènes de combat d'ailleurs qui sont plutôt très intéressantes et très bien menées. Les dialogues sont toujours aussi bons, et encore une fois, j'ai véritablement passé un bon moment devant les dessins de Santolouco. Hein. Juste, c'est vraiment peut-être l'une des meilleures séries que je suis actuellement. Allez, on finit du côté de chez Urban pour cette review avec 2 titres, et le premier titre est le tome 3 de Batman Rebirth, qui est la suite directe du tome 2, et pour rappel, hein, les 2 premiers tomes m'avaient laissé plutôt indifférent, et dans ce 3e tome, on est sur un combat à la fois psychologique et à la fois physique entre Bane et Batman. Pas mal de points positifs et de points négatifs dans ce comics, et les points positifs, c'est surtout au niveau des personnages. Dans ce comics-là, Bane est un personnage imposant, charismatique, sauvage, intelligent, tout ce que j'aime. En face, Batman, forcément, est aussi intelligent, mais ça, c'est presque l'essence même du personnage. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce comics, c'est que les 2 personnages cherchent une finalité à leur combat. Bane à ne plus souffrir, et Batman à être heureux. Et ça, pour moi, c'est clairement un point positif. Et l'autre point positif que j'ai aimé au niveau du scénario, c'est que la vie de Batman et la vie de Bane, en tout cas leur passé, est clairement mis en parallèle, et j'ai trouvé ça très intelligent. Toujours dans les points positifs, eh bien, ce sont clairement les dessins de David Finch. Hein, je vous en avais parlé pour le tome 1, très clairement, mais moi, les dessins de David Finch, j'en suis hyper client. Mais voilà, on a aussi des points négatifs. Et le premier point négatif, c'est notamment l'apparition des 3 Robins, qui ne sont là que pour le comics relief, puisque Batman, Alfred et les 3 Robins vont se retrouver dans un burger, vont manger, et là, je vous explique même pas la qualité des dialogues. L'autre point négatif pour moi, c'est la construction du récit, qui me laisse toujours aussi perplexe, puisque eh bien, j'ai l'impression que le scénario ne va pas au bout de ses idées, ne va pas au bout de sa réflexion. Les combats de Bane contre d'autres vilains dans ce comics-là sont ultra expédiés, très clairement. Il y a beaucoup d'easter eggs, notamment au combat de Batman et de Bane dans les récits précédents, dans celui dans lequel Batman se fait casser la colonne vertébrale, pardon. Et puis, un dernier point négatif, pour moi, c'est encore une fois les dialogues. Mais lorsque l'épouvantail dit à Bane « Raconte-moi quel est ton cauchemar ?» et que Bane répond « Je ne fais pas de cauchemar, j'en donne », vraiment j'ai soufflé, quoi. Et la fin, je la trouve ultra expédiée. Et puis, dans ce comics-là, on a un petit annual avec différentes histoires, et notamment avec Swamp Things. Quid de l'intérêt de ces histoires-là? J'ai pas compris du tout, et vraiment je me suis ennuyé à la lecture de cet annual. Donc voilà, toujours pas convaincu par Batman Rebirth, toujours aussi perplexe vis-à-vis de la lecture de ce 3e tome. Et en fin de compte, je me rends compte que si j'avais pas les 5 tomes déjà, en fait, j'aurais juste arrêté Batman Rebirth déjà. Donc à voir, on verra dans la prochaine review ce que je dis du 4e tome et du 5e tome. Peut-être que je vais lire les 2 d'un coup, à voir si j'arrive à lire les 2 d'un coup, parce que vraiment, la lecture de celui-ci, encore une fois, a été relativement difficile, malgré les points positifs évoqués. Et on finit avec un titre qui, encore une fois, aurait pu se retrouver dans mon Top Comics 2021, que je n'ai pas mis tout simplement pour ne pas spoil cette review. Il s'agit de Batman White Knight présente Harley Quinn. Alors pour ceux qui n'auraient pas lu White Knight ou qui n'auraient pas lu Curse of the White Knight, je vous invite à passer ce moment et rendez-vous à ce timer-là parce qu'il va y avoir quelques spoils. Ce récit fait suite à Curse of the White Knight et on se retrouve avec pour personnage principal Harley, qui est désormais une jeune maman célibataire et qui vient de perdre son meilleur ami Bruce Wayne,
qui est en prison pour ses actes dans White Knight et dans Curse of the White Knight, et qui a perdu son amour de toujours, Jack Napier, qui est mort, hein, très clairement. Et dans ce récit-là, eh bien Harley va se faire recruter par le GTO pour mener une enquête. Fin des spoils. On est donc sur un scénario un peu polar, mais surtout sur un récit qui nous livre énormément d'informations sur Harley, comment elle s'est construite, comment elle est devenue psychologue, comment s'est construite sa relation avec Jack Napier, alias le Joker, comment d'ailleurs il est devenu le Joker et comment elle a géré le fait qu'il devienne le Joker, comment sa relation avec Bruce Wayne, son meilleur ami, s'est construite, et tous les angles abordés pour nous apporter ces informations sont incroyables, et plus le récit avance, et plus on en apprend, et ça nous éclaire réellement sur cette espèce de trio du Murphyverse, en fait. Et c'est juste incroyable, j'ai passé un putain de bon moment. Alors le récit n'est clairement pas exempt de défauts, typiquement le scénario est plutôt classique, le méchant dans ce récit est archi naze, et on a quelques facilités scénaristiques et quelques justifications très légères, mais pour autant, on ne lit pas Batman White Knight présente Harley Quinn pour ça, mais on le lit pour la réécriture d'Harley qui est absolument fabuleuse. Vraiment, le personnage d'Harley dans ce récit est mature, solitaire, nostalgique d'une autre époque. C'est une jeune maman célibataire qui est à la fois amoureuse et à la fois malheureuse. C'est une femme forte, très clairement, et c'est un récit qui a su me toucher et qui est vraiment axé sur l'humain, et ça me fait un bien fou de voir Harley Quinn sortir de son personnage de comics relief et de et de le voir toujours comparé à Deadpool, en fait. Et vraiment, c'est incroyable, quoi. Pour vous dire à tel point ce récit est axé sur l'humain et m'a touché, c'est qu'il y a une scène qui a failli me faire lâcher une larme. C'est pour dire. Autre point positif dans ce récit, qui peut être un peu négatif également, ce sont les dessins de Matteo Scalera, que j'aime beaucoup puisqu'il s'approche énormément du style de Sean Murphy, et en ça, en fait, ça nous fait pas sortir des deux autres tomes. Pour autant, j'aurais peut-être aimé que Matteo Scalera nous propose son propre style et nous apporte quelque chose avec son style. Mais bon, ça, c'est vraiment vis-à-vis de moi, et ça ne baisse en rien la qualité du récit, très clairement. Et puis le dernier point dont je voulais vous parler, eh bien c'est l'humour. L'humour qui n'est pas lourd, l'humour qui est plutôt mature et même, je dirais, inhabituel, parce que dans ce récit, à un moment, on a une Harley qui répond à un personnage et qui lui dit tu sais ce qu'on dit sur les hémorroïdes, il faut être un trou du cul pour en avoir. Et j'ai trouvé ça plutôt sympatoche comme humour. En tout cas, ça nous change de l'humour un peu bidon et un peu lourd qu'on peut avoir dans certains comics, notamment Harley Quinn. Donc voilà, Batman White Knight est vraiment un véritable coup de cœur, et ce comics aurait très clairement pu être dans mon top comics 2021. Très clairement, et pour ceux qui ont aimé White Knight et qui ont aimé Curse of the White Knight, eh bien, je vous invite à prendre ce comics de toute beauté. Voilà, j'espère que cette première review de l'année vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette review, si vous êtes d'accord avec moi ou non de ce que j'ai dit sur les différents titres que j'ai présentés aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu ce mois-ci, ça m'intéresse, ça me donne des idées. Comme d'habitude, ne soyons pas avares d'informations. Je vous dis à très très vite pour une prochaine review ou une prochaine vidéo, tout simplement. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, de grands comics et de grands mangas impliquent de grandes lectures. À très vite!